Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve ici à Paris dans le cadre donc, du Salon de l'Agriculture pour notre émission Politique à la ferme. Alors effectivement, c'était un salon qui a été attendu dès son premier jour ce matin avec la visite de François Hollande et on va s'intéresser au sujet que l'on ne dit pas aux agriculteurs. Est-ce que, en cette période de crise, vraiment, on dit tout ce que l'on doit dire aux agriculteurs? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Lannes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coordination rurale. Oui. Voilà. Deuxième syndicat de France. Olivier Etienne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur des bonnets roses. Alors les bonnets roses, c'est pas les bonnets rouges, mais c'est un clin d'œil quand même. Tout à fait. Donc les bonnets roses, donc ce sont à la base 5 éleveurs bretons qui se sont réunis et qui ont formé un groupe de 50, puis 200, puis 1000 agriculteurs. Et puis donc on a décidé d'appeler ça les bonnets roses. C'était un petit clin d'œil aux bonnets rouges qui, en 2013, avec beaucoup de détermination, ont réussi à supprimer donc l'écotaxe. Et rose, parce que? Rose, c'est la couleur du cochon. Bien évidemment. Avec moi, Patrice Moyon, bonjour. Bonjour. Journaliste pour Ouest France. Et puis, pour parler un peu chiffres, pour aller décrypter, rien ne vaut qu'un expert. Et en l'occurrence, Jean-Marie Serroni. Bonjour. Alors, Jean-Marie Serroni, c'est vous qui allez avoir la parole. Concrètement, à votre avis, vous qui observez la crise, qui essayez de la comprendre, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux agriculteurs? Quelles sont les vérités que l'on ne dit pas aujourd'hui? Alors, quelles sont les vérités qu'on ne dit pas? D'abord, chacun a sa vérité. C'est aussi la difficulté. Il n'y a pas de vérité absolue, sauf les chiffres. Et encore, tout dépend comment on les regarde. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on vit une crise qui a une dimension économique, mais qui est tout sauf une crise uniquement économique. Et en tout cas, même économique, tout sauf une crise uniquement des prix. C'est aussi une crise des charges, et c'est aussi une crise de vision. Et ça vient, à mon avis, entre autres, pas uniquement, mais entre autres, de vérités qu'on n'a pas dites aux agriculteurs. Et une vérité, ça ne se dit pas au moment de crise. C'est pas aujourd'hui qu'il faut dire les vérités, parce que c'est pas audible. C'est en période plutôt calme. Et je crois que je donne juste deux exemples. En France, on n'a pas su, et quand je dis on, c'est volontairement très générique, on n'a pas su accepter à temps la fin des quotas laitiers. Donc je rappelle qu'elle a été décidée en 99. On a mis plus de 12 ans à l'accepter alors que c'était acté. Et donc on a un gros problème de préparation. Un exemple. Un autre exemple, me semble-t-il encore plus important, c'est de ne pas avoir expliqué, alors est-ce que c'est une question de vérité, une question de pédagogie plus exactement, c'est de ne pas avoir expliqué suffisamment tôt qu'on avait changé de contexte économique. Alors on peut dire que c'est bien, que c'est pas bien, mais comme la régulation publique, que la puissance publique ne régule plus les marchés, qu'elle a mis des filets de sécurité vraisemblablement trop bas, mais qu'elle a mis des filets de sécurité à la place d'une régulation, on ne doit plus gérer la filière et l'entreprise agricole comme avant. Et c'est ça qu'on se prend de plein fouet aujourd'hui, cette absence de préparation qui fait que les gens, certains, et on doit avoir beaucoup de respect pour ça, se retrouvent dans des difficultés personnelles et sont désespérés, ce qu'il faut entendre. En même temps, on n'a pas su accompagner et se préparer suffisamment à s'adapter à ce changement de contexte. Là, je crois que c'est l'exemple type de la vérité qu'on n'a pas su voir à temps. Bernard Lannes, vous l'avez dit, vous, à vos adhérents, que, attention, il va y avoir les quotas, il faut se préparer, on va dans le mur, sinon? Alors nous, quand on a vu la disparition des quotas arriver à ce moment-là, on était contre. Parce que nous, on est fondamentalement pour de la régulation. Le problème, il n'est pas franco-français. Le problème, c'est qu'on a dit maintenant, vous allez être dans une Europe ultra-libérale et qu'on n'a pas dit cette vérité aux agriculteurs, et notamment à des jeunes, et on les a lancés dans un agrandissement forcené en leur disant depuis 15 ans, vous devez faire des économies d'échelle et vous serez, de toute façon, ne seuls resteront que ceux qui seront capables de cela, notamment dans le modèle breton. Et aujourd'hui, on vit la première crise, mais qui est générale, céréales, élevage, tout va mal, sauf la viticulture, parce qu'elle est encore encadrée avec des droits de plantation. Et face à ça, les agriculteurs qui donc avaient investi se retrouvent avec des coûts de production qu'ils n'ont jamais vus. Mais par contre, là où c'est une grande première, c'est que c'est la plus grave crise que l'on connaît, sans aucune organisation, c'est-à-dire avec le libre marché qui doit nous sauver. Patrice. Bernard Lannes, vous évoquez le modèle breton, mais le modèle breton, comment est-ce que vous le définissez? Alors, le modèle breton, c'est quoi? Moi, quand je reviens au modèle breton, il faut revenir à De Gaulle après-guerre.
C'est-à-dire qu'on a fait ce modèle breton sur un coin qui était enclavé avec des petites exploitations, un modèle pour nourrir la France et notamment nourrir Paris. Sur ce modèle-là, on l'a basé sur de la compétitivité. Je me rappelle de grands responsables FNSEA qui disaient de toute façon, nous nourrirons même le monde et si les céréales ne baissent pas, nous affréterons des bateaux de l'étranger pour nourrir nos cochons et nous allons conquérir la France, l'Europe et le monde. Regardez où on en est. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? De la régulation européenne. Bien sûr que de toute façon, au niveau de la France, c'est ce que j'ai dit ce matin au président, il n'a aucun moyen. Moi, j'ai dit au président, tant que vous continuerez à donner des aides à coût de 500 millions d'euros par-ci, 600 millions par-là, à un secteur agricole qui n'est pas rentable parce que les prix sont trop bas, et il en a convenu, avec des prix trop bas, avec la déflation mondiale, ça ne marche pas. Pardon. Ça ne marche pas. Olivier Etienne, qu'est-ce qu'on ne dit pas aux agriculteurs? Qu'est-ce que vous constatez comme non-dit? Si vous voulez, donc nous, par rapport surtout à la crise de l'élevage que nous traversons en Bretagne actuellement, il y a quand même deux phénomènes qui sont intervenus, qui sont un peu la cause de... C'est surtout l'embargo russe. Hein, donc 30% des exportations en viande porcine étaient vers les pays de l'Est. Donc le jour où ce marché-là était fermé, cette quantité de marchandises s'est retrouvée sur le marché. Il y a eu un autre phénomène, c'est pour ça que je rejoins un peu M. Lannes par rapport à ça, la régulation, c'est qu'il y a deux pays, les Allemagnes et surtout les Espagnols qui sont basés plus sur un système intégré, ont fortement développé leur production et cette marchandise-là inonde aujourd'hui le marché français. Donc je pense qu'il faut une régulation, mais aussi il faut protéger le marché français par rapport à un cahier des charges qui nous est demandé à nous, éleveurs français. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre problème propre à la Bretagne? Quand on regarde la production porcine, on voit que la France est exportatrice en volume, mais en valeur nette, elle est déficitaire. Est-ce que la Bretagne n'a pas pris du retard sur l'innovation et la valeur ajoutée? Si, je pense. Bon, en France, quand même, on produit 21 millions de porcs, on en consomme 20, donc on est pratiquement autosuffisant. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, on souffre aussi d'un modèle qui est arrivé à bout de souffle, c'est-à-dire il faudrait revoir, je pense, notre système d'organisation professionnelle. Aujourd'hui, on a trop de groupements. Chaque groupement est lié à un abatteur. Donc pour faire pression sur le prix, je pense qu'il faut un regroupement des volumes pour pouvoir faire du poids. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de contractualisation. Ne faisons pas les mêmes erreurs qui ont été faites en lait, c'est-à-dire une contractualisation par laiterie. C'est pas ça qu'il faut. Donc je pense qu'avant de parler de contractualisation, réunissons tous nos volumes et après on sera plus fort pour parler de contractualisation par rapport aux abatteurs ou aux distributeurs. Bernard Laine, vous avez la solution aujourd'hui à la crise? La solution, oui, j'y reviens, l'organisation d'un commerce européen, c'est-à-dire un vilain mot, la préférence communautaire. C'est un autre vilain mot, c'est-à-dire que, comme les Américains, un protectionnisme éclairé. C'est-à-dire que je vais chercher à l'extérieur ce dont j'ai besoin. Je ne ferme pas l'Europe, j'ai une réalité. On a aussi un problème avec le pourtour méditerranéen. Le problème, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui une Europe politique. Nous avons une Europe économique où chacun vient chercher le meilleur, mais nous n'avons pas une Europe politique. Bon, on ne l'aura pas d'ailleurs. Non, pas pour l'instant. Mais de toute façon, il faudra y venir. Nous sommes des Européens convaincus. On a le plus mauvais de l'Europe en ce moment. Donc si on ne décide pas, au niveau de l'Europe, politiquement, de reconquérir l'autosuffisance alimentaire que l'on n'a plus, malgré les vocations exportatrices qu'on nous dit et tout, c'est faux tout ça. Les chiffres dont vous parliez tout à l'heure, quand on vous parle de la vocation exportatrice au niveau du produit brut agricole, vous enlevez les vins et les spiritueux, je pense qu'après, ça remet les chiffres à leur vraie réalité. Enfin, l'Europe est quand même le premier exportateur mondial de produits agricoles transformés. Ah, l'Europe, oui. Mais non, mais moi, après, grand pays comme la France l'était. La France recule. Le problème, c'est que si l'Europe devait rester ce premier exportateur, il faudrait déjà qu'on ait tous les mêmes normes et qu'on travaille tous sur un pied d'égalité, non pas dans une arène de gladiateurs où les uns sont armés, les autres sont à main nue. Jean-Marie Sorny. Tout à l'heure, vous avez dit des mots qui me paraissent très, très justes et avec lesquels qui me semblent être au cœur du problème. Quand je reparlais des quotas, vous m'avez dit oui, en 99, on avait conscience de ça, mais on n'était pas d'accord et on luttait contre. Et c'est justement, et c'est complètement honorable, mais c'est bien là, on est au cœur de la problématique, de la vérité. Il y a d'un côté la revendication, le monde tel que je souhaiterais qu'il devienne, et il y a l'acte économique qui lui se fait dans le monde tel qu'il est, la réalité telle qu'elle est. Et c'est là toute la complexité.
c'est-à-dire de s'adapter à un monde tel qu'il est et en même temps d'œuvrer pour le faire changer. Moi, j'ai aussi, à titre personnel, un engagement par ailleurs, mais il faut bien agir dans les deux. Et il faut avoir conscience, et je l'aurais dit sans arrêt, que, je rappelle 3 chiffres, une céréale sur 2 en France est exportée, 4 litres de lait sur 10 et un cochon sur 3, 30%, pas tout à fait 1 sur 3, 30%. Et que exporté hors du territoire national. Et que le problème de compétitivité que nous avons, il est presque davantage au sein de l'Union européenne que sur les marchés tiers. Donc l'idée de réguler et de fermer, peut-être, mais il faut avant tout avoir une réflexion, mais une réflexion au sens de l'action, visant à aménager nos structures de production au sens global du terme, hein, de la production jusqu'à la mise en marché, pour s'adapter à ce monde. Et on peut essayer de le bouger, mais on sait très bien que dans un horizon proche, il n'y aura pas au niveau européen de régulation. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'écotaxe. Il n'y aura pas de régulation. À mon avis, il faut se battre pour qu'il y ait un filet de sécurité un peu plus élevé qu'aujourd'hui. Mais il faut travailler dans un monde variable. Et je terminerai en disant que quand on regarde le revenu des producteurs depuis 2007, il a sensiblement augmenté en moyenne. La difficulté que nous avons, c'est l'augmentation des écarts. Ouais. La baisse du revenu agricole, c'était entre 2000 et 2007. Mais depuis 2007, globalement, ça augmente et de manière relativement importante. Jean-Marie Serroni, quand même, parce que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de vérité absolue, sauf pour les chiffres, quoique, effectivement... Ça dépend comment on les regarde. Voilà. Oui. Mais là, vous soulignez effectivement que derrière les moyennes, il y a des écarts importants entre les producteurs eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'il aurait fallu travailler? Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'il faudrait aujourd'hui travailler pour accompagner les producteurs, notamment avec de la formation continue, pour les aider à... Quand je dis accompagner les producteurs et accompagner l'évolution des structures, c'est exactement ça auquel je pense. Il y a une augmentation, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans les entreprises de conseil et de gestion. On voit une augmentation des écarts de résultats entre les agriculteurs dans toutes les productions et dans tous les départements. Juste un chiffre, quelles que soient les productions, je caricature un peu, mais l'idée est là, quelles que soient les productions, une performance dans un rapport de 1 à 2, entre 100 et 200 par exemple, on trouve la moitié des exploitations. La moitié. C'est déjà énorme de 1 à 2. Et on ne trouve que la moitié. Ça veut dire qu'il y a l'autre moitié qui est soit en dessous, soit en dessus. Et c'est ça la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Olivier Etienne. Donc moi je pense l'élément essentiel surtout, c'est de reconquérir le marché français, qu'on a délaissé. Et il y a beaucoup de produits étrangers qui rentrent aujourd'hui dans notre pays. Donc je pense qu'il faut redémarrer par la culture du manger français. Aujourd'hui, on le sent bien sur ce salon-là. On prend tous les gros groupes de grande distribution, que ce soit Système U, Leclerc, Intermarché, le groupe Lidl aujourd'hui. Ils mettent en avant le produit français, et c'est pour ça que l'étiquetage sur l'origine, mentionnant l'origine des produits transformés est très très important. La mise en valeur dans les supermarchés, c'est-à-dire de faire un rayon produits français, produits étrangers, en mettant en avant le drapeau, le bleu, blanc, rouge, avec le produit français, il me plaît, pour que quand le consommateur rentre dans le magasin, soit aspiré par ce rayon et ait envie d'aller manger ce produit. Vraiment une phrase. Vous êtes satisfait de la décision prise par le ministre de l'Agriculture d'imposer l'étiquetage obligatoire sur les produits avec de la viande dans les plats cuisinés? Si vous voulez, oui, mais on n'est pas arrivé encore au bout parce que ce décret n'a pas encore été signé. Mais si M. Le Foll n'arrive pas à le faire signer ou à le faire admettre par Bruxelles, il faudra peut-être que ces paysans l'accompagnent. On ne va pas au combat sans combattants. Alors, juste pour finir... Et si on se disait tout à l'heure par rapport aux chiffres, oui, une agriculture industrielle, oui, des gens compétitifs, mais au niveau de la France... Je n'ai pas employé ces termes-là, parce qu'il y a une diversité. Oui, diversité, mais quand je valorise l'agroécologie, quand je vends aux citoyens français une agriculture riche, variée, mais avec le petit producteur qui va mettre en avant sa production pour le consommateur, et qu'on a cette dichotomie, quand on a la complicité d'un syndicat dit majoritaire, la FNSEA, avec un Xavier Belin qui, lui, est dans cette vision agro-industrielle, et qu'on ne dit pas tout, et aux agriculteurs, et notamment les jeunes, et notamment après aussi aux consommateurs, il y a deux catégories qui sont grugées dans cette affaire, le consommateur d'un côté et l'agriculteur de l'autre. Mais juste pour finir, je le rappelle quand même, nous, agriculteurs, sortis fermes, nous sommes 8,20 € en coût de production.
Globalement, c'est l'Observatoire des marges et des prix qui le disent pour 100 euros de course. Pour 100 euros de course. 100 euros alimentaires. D'accord. Donc on voit bien que dans cette gabegie, en fait, le consommateur et l'agriculteur ne s'y retrouvent pas. Donc dans tout ça, je reviens à la politique, et si on disait tout, c'est-à-dire la vérité, et qu'on dise aux Français qui sont là, et bien voilà, de toute façon, demain, vous allez manger européen, avec une alimentation industrielle, dans laquelle la France ne pèsera pas lourd. Ce matin, vous avez rencontré François Hollande. Il est passé dans les allées. Est-ce que ça servait à quelque chose? Ou est-ce que c'était uniquement un coup de com' énorme? Il y avait des dizaines, voire des centaines de policiers mobilisés pour cela. Est-ce qu'on a été dans le cinéma ou est-ce qu'il y a eu des choses qui ont vraiment permis d'espérer? Écoutez, quand on l'a retrouvé après dans la réunion de travail avec les syndicats, il a dit « Imaginez que le président ne soit pas venu ». Ça, c'était inadmissible. Donc, je vous l'ai dit, de toute façon, dans cette partie cinéma, oui, parce que de toute façon, on est dans un moment politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut décrypter un petit peu ce qui s'est passé. De toute façon, il y avait les manifestations. François Hollande avait négocié une paix armée avec Xavier Belin en lâchant les 7 points de MSA au niveau des charges sociales. Là, ce matin, quand il est venu, oui, c'était blindé. Je l'ai dit, c'était blindé. J'ai connu Sarkozy qui avait peur des vaches. Il y avait moins de policiers quand il y avait Sarkozy que quand il y avait Hollande cette fois-ci. Alors qu'Hollande, on l'a connu dans d'autres temps. Il n'a pas peur des vaches, c'est quelqu'un qui vient de Corrèze. Et là, il fallait qu'il fasse son passage médiatique plus rapidement que d'habitude, parce qu'il faut qu'on ait des images dans cette belle ferme de France et que le président qui vient caresser le cul des vaches, c'est comme le Premier ministre ou les politiques, ça se fait. Donc vous n'avez rien appris de plus? Rien ne s'est dit dans les réunions? Il avait dit de toute façon, quand il a fait son allocution avec les 1 minute et 20 secondes de l'agriculture, ce qu'il avait à dire. Là, il a dit de toute façon, pour l'instant, il a dit 2 choses importantes pour moi. La crise sera longue et difficile, parce qu'on est tous d'accord. Il faudra plus d'1 an pour sortir de là. Il a dit de toute façon après 2 choses qui vont avec ce que vous avez dit tout à l'heure. L'Europe, je vais demander de la régulation. Bon, ça, c'est parce que c'est le politique, c'est le politique qui le dit. Et dans la phrase suivante, il dit « L'Europe est ultralibérale ». Donc, je ne l'aurai pas, c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Il a dit après une autre chose, les agriculteurs, de toute façon, il va falloir en dégager, puisqu'il a parlé d'en faire partir à la pré-retraite, donc faire partir, soi-disant, ceux qui sont peut-être pas trop compétitifs. Et ça, je vous le signale, c'est depuis 92 et même avant, c'est un énième plan où on va continuer à massifier l'offre. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Juste pour finir, si on veut en savoir plus sur les bonnets roses, on va où? Sur Internet? Donc, si vous voulez, donc, oui, on a créé un site bonnetroses.fr, mais surtout, je tiens à remercier l'acteur Jean-Claude Dreyfus, qui défend la cause et se mobilise par l'intermédiaire de son site au4regroin.fr, un appel aux dons pour les producteurs de porc. Donc, je le remercie. Jean-Claude Dreyfus, que l'on reçoit justement mercredi prochain ici sur ce plateau. Messieurs, merci beaucoup, merci, et merci Patrice. Merci. Merci à vous.